Merci Olivier, et vous verrez que ce débat n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Réduire fortement les plus hautes rémunérations est d'autant plus nécessaire que les scandales se multiplient, provoquant des réactions indignées qui débordent de la gauche jusqu'à la droite. Les qualificatifs abondent, extravagants, indécents, excessifs, anormaux, des goinfres. Alors, me direz-vous, pourquoi s'opposer à ce que dit la résolution sur ce point et qui apparaît comme de bon sens? Je rappelle, la CFDT revendique une loi fixant un rapport maximal entre les plus hautes et les plus basses rémunérations. C'est casse-cou. Tout d'abord, nous avons été choqués que la CFDT tombe dans un archaïsme législatif qui fleurbon l'économie administrée. Cette bonne vieille recette de la hiérarchie des salaires de 1 à 10, de 1 à 20, etc., comme le préconisait un candidat insoumis lors de la dernière présidentielle, n'a été mis en œuvre dans aucun pays développé. Notons au passage que les 2 dernières propositions de loi qui vont dans le sens d'un encadrement aussi strict des rémunérations ont été déposées en 2016, l'une par le Parti communiste, l'autre par le Front de gauche. Ensuite, on peut émettre de sérieux doutes sur la faisabilité juridique d'un salaire maximal dans le secteur privé. Et ce qui a été possible en 2012 pour encadrer la rémunération des dirigeants d'entreprises publiques, de 1 à 20, je le rappelle, pourrait dans ce cas se heurter à des problèmes de constitutionnalité. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est d'être cohérent d'un congrès sur l'autre dans notre approche de la lutte nécessaire contre les rémunérations excessives. Notre amendement, qui vise à imposer davantage de transparence avec un pouvoir accru des comités d'entreprise et des administrateurs salariés, s'inscrit dans la continuité de la résolution de Marseille. Nous ne sommes pas des adeptes de la rupture. Nous sommes d'affreux réformistes dont l'impatience ne saurait se satisfaire de mécanismes d'autorégulation ou de codes de gouvernance type AFEP-MEDEF qui sont notoirement inefficaces pour encadrer les rémunérations des dirigeants. Notre idée de la transparence s'inspire de différentes dispositions qui se mettent progressivement en place en France, en Europe et même, timidement, c'est vrai, aux États-Unis. En France, la loi dite Sapin II du 9 décembre 2016 rend le vote des actionnaires, jusqu'alors consultatif, doublement contraignant. Ainsi, les éléments variables et exceptionnels seront désormais soumis à la condition suspensive de leur approbation par l'Assemblée générale des actionnaires. L'Assemblée générale pourra donc désormais s'opposer au versement d'une rémunération variable dont les critères auront été préalablement arrêtés par le conseil d'administration. Ce nouveau système juridique permettant un contrôle a posteriori marque nettement les limites de l'autorégulation. C'est même plus coercitif que le dispositif prévu par la directive européenne sur les droits des actionnaires qui doit entrer en vigueur en 2019. Ce texte, qui n'est encore que très partiellement appliqué, oblige à comparer l'évolution des salaires des dirigeants avec celle des autres employés. Encore une fois, tout cela est très récent et il serait sage de donner un peu de temps au temps pour en mesurer les effets. Il faudrait surtout se mobiliser pour faire appliquer ces nouvelles règles. Un autre aspect de l'amendement nous semble intéressant à développer. Il concerne les modalités de concertation au sein du comité d'entreprise sur les critères de rémunération. Leur examen au sein de l'entreprise doit non seulement être documenté par la BDES, mais il doit surtout être mis à l'ordre du jour. C'est donc à nos élus de s'en emparer en utilisant pleinement leur pouvoir d'intervention sur cette question. Bien d'autres mesures pourraient utilement être prises sans pour autant tomber dans le piège d'une législation de notre âge. Nous pourrions, par exemple, nous appuyer sur le rapport de Terra Nova de 2011, dont le principal rédacteur n'est autre que notre ami Gaby Bonan. Citons quelques propositions qui gardent toute leur pertinence, comme par exemple un accroissement substantiel des taux d'imposition portant sur les plus hautes rémunérations, en veillant évidemment à une limitation des possibilités de contournement. Il s'agit d'une question de cohésion sociale, d'autant que les mieux payés ne sont pas ceux qui payent le plus d'impôts. La progressivité de l'impôt trouve ses limites avec les 0,1% les plus riches.
Alors, certains pourraient objecter que cela pénaliserait le marché international des grands dirigeants. C'est faux, c'est un mythe, car il n'y a pas de mercato des PDG. On pourrait également reprendre d'autres propositions, comme imposer qu'une part importante de la rémunération variable soit liée à l'atteinte d'objectifs économiques, sociaux et environnementaux. On pourrait supprimer les retraites chapeaux. On pourrait limiter la tentation du court-termisme en prévoyant une part de rémunération des dirigeants sous forme de participation bloquée pendant au moins 5 ans. Et enfin, on pourrait réformer le fonctionnement des conseils d'administration ainsi que le rôle et la place des administrateurs salariés. C'est d'ailleurs développé dans le texte d'orientation et Yvan en a parlé tout à l'heure. Alors oui, les excès en matière de rémunération qui sont dommageables pour les entreprises comme pour la cohésion sociale imposent de prendre une batterie de mesures. Il est plus que temps que les actionnaires comprennent que leur soif insatiable de profit qui pèse, oui ça pèse sur leur vote, nous mène droit dans le mur. Le versement de dividendes supérieurs aux bénéfices de l'entreprise est une aberration économique, voire le rapport Oxfam. Nous comprenons, oui, nous comprenons le coup de sang des rédacteurs et nous partageons évidemment l'objectif poursuivi par cet article. Reste que nous déplorons son côté incantatoire, pour ne pas dire archaïque, qui prétend fixer par la loi un rapport maximum entre les plus hautes et les plus basses rémunérations. Hier, pourtant, à écouter notre ami Laurent, on avait cru comprendre que la CFDT ne croyait pas aux droits octroyés d'en haut. Notre amendement est tout aussi volontariste, mais il est ancré dans le réel. Il vise à le changer dans l'entreprise, dans la branche, par un durcissement de la législation et surtout par une responsabilisation accrue de tous les acteurs, y compris les acteurs syndicaux, dans les conseils d'administration et dans les comités d'entreprise. En votant massivement pour cet amendement, vous retrouverez le chemin d'un réformisme exigeant, d'un réformisme CFDT qui vise à rendre le possible possible. Je vous remercie.